Pour en parler, je suis ravie d'accueillir à nouveau sur ce plateau un fidèle, un vrai fidèle. C'est Pascal Vivier. Bonjour Virginie. Ça va Pascal? Très bien, oui. Merci d'être là. Je sais que vous avez reculé un train pour venir. Je suis d'autant plus touchée, mais parce que c'est vrai que le sujet est très important. On va parler des grèves, évidemment, mais c'est d'abord des grèves dans l'éducation. Vous êtes secrétaire général du SNETA, le syndicat de l'enseignement professionnel. Et face à vous, à nouveau, en revanche, mais qui sera certainement un fidèle aussi après, Arthur de Vaintrigant, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de rédaction du magazine L'Incorrect. Rien que le nom, déjà, ça donne envie. C'est vrai, ce discours politiquement correct incessant, c'est vrai qu'on en a un peu marre, non? Le problème, c'est qu'après, il ne faut pas que ça devienne non plus un gimmick d'être incorrect et une marque. Le but, c'est d'essayer de rester le plus juste possible, et, surtout quand on fait notre métier de journaliste, d'essayer de penser contre soi-même. C'est la première notion qu'on apprend. Et donc, forcément, on essaie on est incorrect par essence, on pense contre nous-mêmes et contre ce qu'on essaie de nous imposer. Mais en revanche, c'est vrai que la neutralité, c'est toujours compliqué. Ah, mais la neutralité, l'objectivité existe, la neutralité, non. Voilà. On a un cerveau, on a des êtres humains, on a des yeux. Quand on regarde quelque chose, il y a forcément un filtre. Pour tous ceux qui nous regardent, c'est important puisqu'on se doute toujours voilà, de qu'est-ce qu'il y a derrière une information, qu'est-ce qu'il y a derrière un message. Et voilà, c'est aussi ça le métier de journaliste. Et c'est aussi ça la raison pour laquelle on a envie de discuter tous les trois et avec vous tous qui nous regardez aujourd'hui de ce qui se passe notamment dans l'éducation. Depuis hier, Pascal Vivier, les syndicats éducation rejoignent justement, mais j'allais dire rejoignent, mais pas vraiment, parce qu'ils avaient initié ce mouvement de grève générale qui va avoir lieu donc mardi prochain. Il y a plusieurs raisons. SNETA, pourquoi vous avez décidé de faire grève? On en a déjà parlé ici, mais j'aimerais revenir sur les causes essentielles. Je dirais, ce pays était en marche et en ce moment, il marche cul par-dessus tête. Je crois vraiment qu'on a compris qu'il fallait sabrer l'enseignement professionnel pour ne pas s'occuper d'enfants et surtout l'enfant des autres. Et là, on nous a proposé des attendus qui sont l'augmentation de semaines de stage. On nous a proposé que le conseil d'administration ne soit plus dans les mains de l'éducation nationale, mais de l'entreprise. Bref, l'entreprise vient dicter à l'école ce qu'elle a à faire, plutôt que d'être un support pédagogique. Vous savez, je dis toujours, les professeurs de lycée professionnel, pour eux, l'entreprise, c'est une alliée. C'est une amie. Vous avez failli faire le lapsus, hein? Oui, mais je pense à l'autre. C'est vraiment une alliée parce qu'on y place nos élèves. Tous les professeurs de lycée professionnel sont issus de l'entreprise et nous travaillons avec le premier employeur de ce pays. Les commerçants, les artisans, les TPE, les entreprises unipersonnelles. Donc nous, l'entreprise, on la connaît. On en est issus. Là, le but, c'est de travailler pour nous. Si la question est de savoir comment on fait pour que les élèves soient mieux diplômés, comment on fait pour qu'ils s'insèrent mieux dans l'enseignement supérieur, mais également dans l'emploi. J'ai été très surpris, vous avez reçu la ministre déléguée à l'enseignement professionnel et vous lui avez posé une question générale sur Parcoursup. J'ai regardé, elle ignorait complètement que 70% de mes élèves en bac pro participent à Parcoursup. Donc Parcoursup, c'est un vrai souci. D'ailleurs, c'est un tel souci que ceux qui restent sur le carreau, majoritairement, sont issus du lycée pro. Donc, pourquoi la grève? Il y a de provocation en provocation, je dirais, à un moment donné, on ne peut pas prendre non plus les professeurs de lycée professionnel pour des imbéciles. Et la réforme qui nous est proposée, c'est des suppressions de postes. Ce n'est pas mieux d'école pour les élèves, ce n'est pas meilleure insertion, que ce soit à l'emploi ou dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas permettre aux entreprises d'avoir des jeunes avec des compétences, parce qu'on les donne déjà. Et donc là, il y a un ras-le-bol général où on veut dire stop. Donc, c'est vrai que nous ne rejoignons pas une grève qui va être massive le 18, mais on l'a initié depuis déjà quelques semaines. Et c'est eux tous qui vous rejoignent. On va continuer juste sur la voie professionnelle et on va écouter Carole Grandjean dans quelques secondes parce que j'ai effectivement extrait quelques mots d'elle sur notamment la fermeture de certaines formations. Je sais que ça va vous faire bondir. Arthur de Vaintrigant, quel est votre avis justement sur l'orientation à l'école? Est-ce que vous avez été un bon élève déjà? Très mauvais, mais parce que le problème de la France, c'est que au nom de l'émancipation républicaine, on a créé un moule. Et il faut que tous les élèves rentrent dans le moule. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes pas un élève comme un autre, et on sait très bien qu'on n'évolue pas de la même manière, qu'on attend une maturité
avec des âges différents, notamment entre les filles et les garçons. Les jeunes filles sont matures plus vite que les garçons. Un garçon peut arriver à maturité à 17 ans, donc c'est-à-dire en fin de lycée. Donc on peut pas être dans un moule. Et donc le problème, c'est qu'à partir du moment où vous créez un moule et que derrière vous voulez créer une orientation à partir de ce moule, forcément vous allez vous planter. Parce que on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes désirs, et même l'école ne permet plus de révéler ses talents, de combler des désirs ou même de corriger des défauts. Tout devient un défaut, tout devient une qualité. Et en plus, vous avez cette idéologie-là qui contraîne depuis 50 ans, qui est l'uniformisation de tout, au nom de justement cet égalitarisme un peu forcené, on veut tout uniformiser. Le problème de l'uniformisation, ça fait des disparités encore plus importantes, et ceux qui touchent le plus, ceux qui payent le prix le plus fort, restent malgré tout les personnes qui sont pauvres socialement, pauvres économiquement, qui sont déclassées aussi géographiquement. Voilà, le problème il est là, donc on a un problème qui est général. Le lycée professionnel, il y a des soucis. C'est des soucis qui appartiennent, avec leur spécificité, mais qui appartiennent au problème général de l'école. Et malheureusement, quand on voit les réformes successives qui sont proposées et qui aboutissent rarement, parce qu'en France, dès qu'on fait une réforme, il y a une grève, ces réformes-là vont pas dans le bon sens, mais tout simplement parce que si on fait le bon diagnostic, on remet en question tout le principe de l'émancipation républicaine qu'on nous vend depuis des années. Alors on parle d'uniformisation, est-ce que c'est un peu l'idée qu'on a eue, notamment quand vous avez écouté cette interview de Carole Grandjean? On va revoir un extrait justement sur la possibilité que Madame Grandjean a évoquée de la fermeture de certaines formations. Écoutez. Et puis on a aussi des formations qui aujourd'hui probablement mériteront une réflexion sur de possibles fermetures parce que voilà, former certains élèves à certains enseignements et les emmener sur certains diplômes n'entraîne pas de réussite en termes d'insertion professionnelle ou de réussite dans la suite d'études. Et donc c'est ce qu'on appelle la carte des formations qui doit faire l'objet d'un dialogue entre les régions et les rectorats, qui doit au fond faire l'objet d'un travail de projet d'établissement qui doit voilà, s'interroger sur l'opportunité au fond de cette filière-là, de ce diplôme-là, par rapport à peut-être d'autres diplômes qui seraient plus attractifs et qu'on pourrait introduire finalement. Et vous entendez donc dans le lycée. Qu'est-ce que vous lui répondez à Carole Grandjean? Vous n'étiez pas là ce jour-là, c'était moi. Mais je sais que vous aviez envie de bondir de votre chaise. J'ai envie de bondir parce que j'allais dire on le prend par l'autre bout. La vraie question c'est, on attend quoi de l'école? Pour moi, l'école c'est la colonne vertébrale d'un pays, d'une nation. Qu'est-ce qu'on doit y transmettre? Qu'est-ce qu'on y enseigne? Quelles valeurs communes? Moi je dis souvent, et ce ne sont pas des mots valises, on forme l'homme, le citoyen, le travailleur. J'aurais pu dire la femme, la citoyenne, la travailleuse en lycée pro. Et là, on nous demande de plus en plus de ne former que le travailleur ou le travailleuse. C'est-à-dire que l'idée même de l'école émancipatrice, elle n'y arrive plus. On le voit dans PISA. Le collège, on l'a transformé en petit lycée. Ce moule dont vous parliez, où finalement, on doit être tous dans ce moule. Eh bien non. On doit tous aller vers une formation qui, en fait, correspond à tout le monde, où il y aurait potentiellement du travail demain et qui rassemblerait 85% des métiers de 2035. C'est ça. Mais déjà, les entreprises sont incapables de nous dire quelles compétences ils ont besoin à plus de 3 ans. Ils peuvent nous dire immédiatement, en fonction de leur carnet de commandes, mais quand on essaye de discuter une prospective sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils ne peuvent pas nous répondre. Et je leur en veux pas. C'est pas leur boulot. C'est le boulot des politiques. Vers quoi ils veulent nous amener? Et comment la question, pour moi, la question du lycée professionnel, c'est toute la question de l'école. Qu'est-ce qu'on attend dans ce pays de l'école? Est-ce que cette école unie? On a parlé aussi cette semaine de gros soucis liés à la laïcité, liés à l'entrisme à l'intérieur de l'école. 313 atteintes à la laïcité signalées en septembre dans les établissements scolaires. Oui, et ce ne sont que les éléments qui remontent. Tout à fait. Parce que l'autocensure, elle est réelle. En gros, et pardon, je vais être un chouïa grossier. Quand vous êtes prof, si vous voulez pas d'emmerde, vous vous autocensurez. Et ça, c'est une réalité. Ce qui est valable dans toute la société, non, Arthur de Vatrigan? Oui, je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez à quoi sert l'école? C'est la question fondamentale qu'on a oubliée. Et vous avez donné le mot, mais parce que vous êtes professeur, donc c'est naturel, c'est la transmission. Sauf que la transmission, c'est un mot qu'on a éliminé du vocabulaire et du sens. Parce qu'à partir du moment où on explique qu'il n'y a plus la relation élève-maître, une relation qui est purement horizontale et plus verticale, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la transmission. Vous n'êtes plus dans la transmission, c'est quoi? C'est je transmets un savoir, donc je transmets une vérité.
Donc on n'est plus dans le relativisme. Et cette vérité-là va permettre la liberté. Et là, toute l'idéologie qu'on nous enseigne et qu'on transmet au sein des formations de professeurs et qu'on entend évidemment dans les ministres successifs de l'éducation nationale, c'est on va faire une co-construction. Et au nom de cette co-construction, on va s'émanciper. Alors que non, c'est la transmission. Et justement, sur le lycée professionnel, ce qui est très intéressant, c'est que le lycée professionnel, vous avez deux possibilités. Soit c'est une poubelle, vous rentrez pas dans le moule, on met les élèves là-dedans. Soit, comme la réforme le veut aujourd'hui, c'est on va servir l'économie. On est dans une logique purement économique, purement matérialiste, mais qui reste en fait assez très macronienne. On est dans cette logique-là et utilitariste. On a besoin que macronienne, selon vous? Rappelez-vous ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait dit alors avant d'expliquer que c'est la fin de l'abondance il y a quelques mois, a expliqué mon objectif, c'est que les enfants deviennent milliardaires. Le programme est assez clair. C'est ambition économique, matérialiste, utilitariste. Donc là, on a besoin de tels métiers. Et donc il faut pousser les stages, il faut pousser les cursus vers ça. Sauf que on oublie quelque chose au fondamental, et c'est Charles Péguy nous le rappelait, c'est le génie français de la main. Voilà, l'artisan. Exactement. Mais pas que l'artisan, tout le génie français de la main. Mais ça veut dire, quand on dit un génie français, c'est une particularité, mais c'est quelque chose qu'on valorise. C'est-à-dire qu'on ne venait pas aller dans cette filière-là parce que vous êtes nul en maths ou parce qu'on a besoin de soudeurs, mais parce que vos désirs, vos compétences, vos qualités vont vous permettre de vous épanouir dans cette filière-là. Et donc, et encore une fois, cette réforme-là ne va pas répondre à ce problème-là, de la dévalorisation de la filière. On ne va pas réexpliquer que cette filière est bien et n'est plus une poubelle parce qu'on a besoin de vous. Vous n'êtes pas un être interchangeable, vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas. On a l'impression d'entendre les discours de déclasse qu'on a besoin de vous, vous va mettre là. Mais alors, forcément, la question évidente derrière, c'est pour tous ceux qui galèrent, pardon pour le mot, à trouver un job, on se dit forcément orientons-les vers des voies où a priori on pourrait engager. Et c'est la réponse donnée systématiquement. Ça se passe après l'école, et évidemment que quand vous voyez un nombre de gamins, un nombre d'étudiants qui vont en fac de sociaux, on se doute bien qu'on sait très bien qu'on va créer plein de chômeurs. Oui, mais on le savait déjà avant, à mon époque, à la vôtre. Évidemment, sauf qu'on sait très bien qu'il y a des filières qui ne débouchent pas sur du travail. Mais là, on parle des filières post-bac. Pas avant. L'école, ça sert à quoi? C'est des savoirs fondamentaux. Lire, écrire, apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre à écrire. Et à réfléchir. Parce que si vous ne savez pas lire, si vous ne savez pas écrire, si vous ne savez pas compter, vous ne pouvez pas réfléchir. On pense et dans si les vous mots. ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas accéder à votre liberté. Liberté de conscience, liberté de choisir, de faire la différence entre l'abstraction et la réalité. En fait, c'est juste la définition de l'intelligence. L'école, ça sert à ça. Ensuite, vous aurez le temps. Là, il ne faut pas brusquer. Il ne faut pas qu'un enfant devienne adulte à 13 ans. Ça n'a aucun sens. Pascal Vivier. Ce discours, il m'intéresse et il me plaît parce que déjà, je ne l'entends pas souvent. Et je vais rebondir sur des éléments très concrets. Il y a 20 ou 25 ans, on avait des lycéens qui nous arrivaient qui étaient, j'allais dire, uniquement cabossés scolairement. Et on arrivait à leur redonner, par le goût de l'effort, envie de lire, d'écrire, de s'insérer par les stages. Maintenant, ils nous arrivent, ils sont cabossés scolairement, cabossés par la vie, cabossés socialement. Et c'est vrai que le lycée professionnel, maintenant, il devient un réceptacle de toutes les difficultés. Nous sommes les professionnels de la difficulté, on est là pour eux. Et on a une pédagogie où elle est presque très affective, on s'en occupe, on est sur eux, on est avec eux. Mais là, on n'y arrive plus. On est tellement le réceptacle, c'est un peu comme l'inclusion des enfants handicapés. Moi, j'y suis et mon organisation, elle est très favorable à l'inclusion des enfants handicapés. Sauf que l'inclusion, quand elle se termine contre les enfants handicapés et à leur enlever des moyens, il y a un problème. Et on parlait de l'orientation, on parlait de tout ça. Je représente 30% des lycées. Et pourtant, j'absorbe 75% des jeunes lycéens en situation de handicap. Et je n'ai pas les moyens, d'ailleurs, de m'en occuper. On ne donne pas ce qu'on appelle les AESH, etc. Ouais. Mais là, il y a un problème sur l'orientation. C'est que, dit ou non dit, il y a une réelle discrimination dans le sens de l'école, la place du lycée professionnel. C'est fait pourquoi? Vous parliez du génie français, de l'intelligence de la main. C'est joliment dit, l'intelligence de la main, parce qu'au bout de la main, il y a le cerveau. Donc, ça, le génie de la main. Ça c'est Péguy, c'est pas c'est Péguy, oui, mais c'est ça. Et quand on voit les élèves où on les prend et on les amène, là aussi, la ministre, elle aurait pu dire tout le génie du lycée professionnel qui arrive à sortir un grand nombre de jeunes. Moi, je m'occupe de 700 000 jeunes
actuellement en France. 110, 130 000 qui passent le bac tous les ans. 80 000 qui sont en CAP. C'est quelles sont les réussites? Comment on met le projecteur sur la réussite? Et comment on dit à un jeune que le lycée professionnel aujourd'hui n'est plus un lycée poubelle, le lycée cul-de-sac. Oui, pour les élèves qui sont les plus en difficulté, ils vont passer par le CAP, puis le bac pro, puis le BTS, puis en fonction des talents de chacun, pas pour tous, la licence pro, le diplôme d'ingénieur. Et on a des vrais plaisirs qui sont personnels. C'est quand on retrouve un de notre ancien élève qui a fait une école d'ingénieur et qui se retrouve prof. Et on se dit, là, on a réussi. Ou même un élève qui a fait juste un CAP, mais qui est très heureux dans la voie qu'il a choisie parce que justement, il est passé par la voie pro. J'aimerais parler justement et revenir sur ces fameuses grèves de mardi, et notamment parler des salaires. On en a parlé beaucoup, mais j'aimerais une question là-dessus. Les salaires, Emmanuel Macron a annoncé la hausse donc, du salaire des enseignants. Pape Ndiaye a commencé à discuter donc, avec les syndicats. Il a discuté avec vous ou pas? Disons que nous avons maintenant une ministre déléguée, donc la discussion avec Pape Ndiaye est plus délicate. Mais avec 40 ans. Elle a quand même lieu. Bon, très bien. Mais est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances? Les 2 000 euros suffisent? On en est où? Qu'est-ce qui se passe quand on voit? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup parlé des salaires, n'est-ce pas, des personnes travaillant dans les raffineries dernièrement. Et évidemment, la communication a été assez compliquée pour eux. Les salaires dans l'éducation nationale ne sont pas ceux-là. Non. Donc, j'aimerais comprendre quelle est la demande faite ce mardi. En l'occurrence, pas que ce mardi, mais en l'occurrence, ce qui va se passer mardi et les revendications salariales. Je vais essayer de ne pas aller dans le détail. Et on a beaucoup de questions, Pascal. Il y a eu une promesse du président de la République d'augmenter tous les enseignants de 10% en 2023. Cette promesse, maintenant, elle finit. Ceux qui commencent dans le métier, c'est-à-dire le plus petit nombre, seront augmentés. Il faut connaître les salaires. Moi, je vais vous donner le mien. Fin de carrière, 53 ans, Master 2, 2480 € net par mois. Et tous les gens qui ont plus de 40 ans n'auront pas d'augmentation en 2023. Voilà la discussion. Est-ce que ça, c'est acceptable pour le plus grand nombre de profs? Moi, je vous pose la question, je vous la retourne. Une réaction par rapport à ça, Arthur de Bastillon? Les hussards noirs de la République n'étaient pas mieux payés. C'est vrai. Et pourtant, ça fonctionnait. Pourquoi? Évidemment qu'il y a une question de salaire, parce que vous ne pouvez pas vivre à Paris, par exemple, avec un salaire de prof. Mais ni même à Lyon. Hein. À Lyon, vous pouvez vous éloigner un peu plus, mais évidemment dans les grandes métropoles. Sauf que les hussards noirs, eux, avaient le même salaire proportionnellement par rapport à l'époque. Hein. On va reprendre ça. Sauf qu'ils avaient un statut. Ils avaient un statut social, ce que n'a plus le professeur. Ils avaient le statut social d'un notable, de quelqu'un de respectable, de quelqu'un d'écouté. Et ce statut faisait quelque chose. Aujourd'hui, le statut n'existe plus. Et ensuite, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez mettre le salaire à 10 000 € par mois. Est-ce que vous pensez qu'un prof va vouloir aller en banlieue, se prendre une chaise dans la tronche, ou pire, se faire décapiter pour 10 000 € par mois? Alors, je pense pas. C'est un vrai sujet, effectivement, de la violence qui se passe à la fois, certes, dans certains établissements de banlieue, mais aussi, et même à Paris ou dans certaines grandes villes, où il y a une violence... Une incivilité, bien sûr. Une incivilité et une non-reconnaissance du statut de professeur. Ça aussi, ça fait partie des revendications, Pascal Vigier, de ce mardi, de se dire à un moment, la reconnaissance dont vous parlez tous les deux, et dont on parle très souvent ici, effectivement, dans le Grand JT, dire à un moment... Mais pourquoi ne respectons pas nos professeurs, nos enseignants, nos AESH, tous ceux qui font l'éducation en France? Mais tout comme les infirmiers, etc., à chaque fois je les cite, hein, mais c'est la même chose. On les a applaudis pendant 1 an ou 2, et puis maintenant c'est plus rien. Vous regarderez un peu notre plateforme de grève. Les salaires ne sont pas... c'est pas le premier élément de revendication. La première chose, c'est contre une réforme qui va casser l'école, qui ne donne pas d'avenir aux jeunes, qui est utilitariste, c'est avant tout l'avenir des jeunes. Donc je pourrais être presque d'accord. Ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est une question de la place aussi des profs dans la société. Et c'est vrai qu'avant, il était aussi souvent secrétaire de mairie dans les villages. Exactement. Il avait une vraie reconnaissance comme l'instituteur. Je pense que les professeurs de lycée professionnels sont encore des hussards noirs parce qu'ils s'occupent de toutes les difficultés que tout le monde lui déverse, oui, sans en discuter. Donc la question des salaires, elle est importante, mais c'est pas notre première raison pour laquelle nous sommes en grève le 18. C'est pas qu'une question de salaire, c'est déjà la place du lycée pro et la volonté qu'on ne casse pas cet élément central dans l'école.
Les lycéens de la République, dont vous faisiez allusion, je sais que effectivement les salaires n'étaient pas bien plus hauts, mais sauf que l'inflation n'était pas si forte. La crise aujourd'hui est énorme. Et quand on voit en fait la moyenne de l'OCDE, la moyenne des salaires des enseignants de l'OCDE, la France se situe a priori en milieu de carrière. Ils sont 16% inférieurs à ceux de la moyenne de l'OCDE. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous regardez, le budget de l'éducation nationale ne cesse d'augmenter. Vous avez moins d'élèves qu'en 1980. Oui. Et pourtant, le niveau s'effondre et les classements PISA s'approchent de ceux de la Tanzanie. Comment vous l'expliquez ? Justement, c'est la question, où part l'argent ? Comment ça se passe ? Le problème, c'est que l'éducation nationale, je pense que c'est peut-être la pire entreprise gérée d'un point de vue RH. Vous demandez au ministre combien il a de salariés, personne n'est capable de vous répondre. À 20 000 près. C'est comme à France Télévisions. Il y a 20 000 personnels dont on ne sait pas où ils sont affectés. C'est quand même on est à 20 000 fascinant. près. Donc, et après, vous savez très bien, alors le Sénat a chiffré le coût de l'absentéisme. Je ne veux pas critiquer l'absentéisme, parce qu'il y a des raisons réelles de l'absentéisme, mais c'est 4 milliards par an, par exemple. Voilà, il y a de l'argent qui ne cesse, le budget qui ne cesse d'augmenter. C'est le premier poste de dépense, l'éducation nationale de l'État. L'argent de l'État, c'est l'argent des Français, c'est les impôts, et les classements ne cessent de baisser, les profs se plaignent d'avoir un statut pourri, d'être mal payés, et en plus vous avez une crise de vocation, parce qu'il me semble que c'est la première année où il n'y a pas des profs. Une pénurie de profs, effectivement, voilà. On a fait appel à 4000 contractuels. Exactement. Le problème, c'est que si vous êtes resté uniquement sur la question salariale, je pense qu'on se plante. Regardez un exemple sur la crise des vocations, concours du CAPES. Il y a eu un oral cet été. Un oral qui était donné où les examinateurs n'étaient pas des profs. Et des questions de cet oral portaient sur les valeurs de la République, sur la théorie du genre, sur l'humour Charlie Hebdo du donné. Quel est l'intérêt, quelle est la logique de quelqu'un qui n'est pas professeur d'interroger quelqu'un qui veut devenir professeur sur les valeurs de la République ? C'est-à-dire forcément, quand vous voyez ça comme vous voulez postuler comme prof en disant je vais faire des efforts parce que c'est ma vocation et je sais que je vais pas pouvoir atteindre tel niveau de vie, pas vivre à tel endroit. Vous vous retrouvez avec des gens qui ne sont pas professeurs, qui vous posent des questions qui n'ont absolument aucun lien avec votre vocation, vous vous barrez. Mais alors ce serait quoi ? Ce serait une politisation, si je puis dire, du système éducatif ? C'est une dépolitisation, mais ça ne faut pas rêver, il y aura toujours une politisation. Je pense que ce qui est fondamental, c'est donner de l'autonomie aux établissements, aux chefs d'établissement, parce qu'encore une fois, chaque personne est la volonté d'Emmanuel Macron, en tout cas. Évidemment, c'est le seul. Alors c'est très étonnant, c'est que c'est plutôt une politique de droite. C'est Emmanuel Macron qui en a parlé, pour l'instant ça n'a pas été fait, et pas soutenu par la droite. Il devrait peut-être l'ouvrir un peu en ce moment, parce que ça va dans le sens, et ça va dans leur sens idéologique, et ça va dans le bon sens, à mon sens, parce que justement, le seul moyen d'essayer de sortir de ce moule républicain ou de ce moule de l'éducation nationale, c'est de redonner de l'autonomie aux chefs d'établissement qui eux-mêmes seront à même de savoir, en fonction des élèves, en fonction de leur zone géographique, en fonction des professeurs, comment ils peuvent adapter et comment ils peuvent s'adapter aux élèves. Comment créer parce qu'il ne faut pas évidemment que l'école s'adapte uniquement aux élèves. Il faut que ça marche ensemble. Mais voilà, de faire un diagnostic le plus précis possible. Et c'est comme ça qu'on va sortir de ce problème de l'éducation nationale dont on ne fait que s'enfoncer année après année. Alors les grèves, donc mardi, il y a le... C'est une vraie divergence que je peux avoir sur l'autonomie des chefs d'établissement. Dites-moi. Ouais, là aussi, on parle d'un homme ou d'une femme qui va décider, qui est issu du monde des profs et qui va décider pour tous les autres. Si on commençait à parler déjà de la réalité de l'établissement et de l'autonomie de l'établissement, je pourrais l'accepter. C'est-à-dire les profs avec les chefs d'établissement, les parents, pourquoi pas, les élèves, et on discute d'un projet d'établissement en fonction d'un territoire. Ça, c'est possible. Sauf que l'autonomie du chef d'établissement, non. C'est l'autonomie qui est donnée à un homme ou à une femme qui décide pour les autres et qui recrute qui veut. Ça peut pas fonctionner non plus. Pourquoi ça pourrait pas fonctionner ? Parce qu'on l'a déjà fait. C'est ce qu'on appelait les postes clairs et éclairs. Et on n'arrivait pas à recruter les collègues nécessaires par rapport à un projet. Et ensuite, on leur donnait des barèmes pour pouvoir muter, etc. Et ça marchait pas. Alors ça marchait pas d'un point de vue organisationnel, mais d'un point de vue pour l'élève. Point de vue pour le programme éducatif, du choix des professeurs par rapport à ce qu'on veut axer sur l'enseignement, ça on n'a pas de résultat. Vous allez me l'énerver, mais moi je propose qu'on fasse une émission là-dessus parce qu'on n'a plus que 2 minutes et je voudrais quand même qu'on parle de cette convergence des luttes qui donc est actuelle et quotidienne, mais en particulier qui arrive ce mardi. Est-ce que finalement c'est bien de faire grève tous ensemble ? Je dis tous ensemble pour tous les secteurs que l'on retrouve aujourd'hui, dont on parle
quotidiennement, à savoir les raffineries, en l'occurrence la grève CGT qui continue, puisque je crois qu'il me semble qu'il y a eu un accord avec les autres syndicats tout à l'heure, trouvé avec la CFDT et la CFE-CGC, plus les grèves des cheminots, et donc l'éducation nationale. Est-ce que la lutte est commune ? Moi, vous savez, ce serait facile de dire oui, c'est une convergence des luttes et finalement elle ne sert à rien, elle est politisée. Moi, je crois que ce pays se marche sur la tête depuis longtemps. Vous regardez la SNCF, la maintenance n'est plus assurée depuis des années et il souffre de choix politiques qui ont été faits. C'est vrai dans l'hôpital aussi. Maintenant, c'est vrai dans l'école. Moi, je l'interprète d'une autre façon. Il y a un ras-le-bol général, Vous savez, on pourrait même le prendre par des picots ras-le-bol. Cet été, les Français manquaient de moutarde, d'huile, maintenant d'essence. Et à un moment donné, on se dit... mais et de chauffage, et d'électricité. On a été confinés, c'est-à-dire des méthodes issues du Moyen-Âge. Et après le confinement, on nous propose le rationnement. Pensez bien que, j'allais dire, je parlerai et j'emprunterai à Tolstoï son titre des braves gens. Les braves gens, à un moment donné, ils en ont ras-le-bol et ils veulent dire « j'en ai marre ». Donc comptez pas sur moi pour vous dire que c'est la faute d'une organisation syndicale ou de syndicats, quand bien même je connais les taux de syndicalisation dans le pays. Mais je crois que si, à ce point-là, il y a une colère qui va s'exprimer, c'est que ce pays ne tourne pas rond et que les politiques sont vraiment hors sol. Est-ce que sincèrement, le matériel politique est à la hauteur quand on laisse pendant 25 jours des salariés bloqués, sans intervenir, sans pousser la direction à discuter, sans permettre aux organisations syndicales de discuter et d'intervenir à la fin. Est-ce que on est à niveau quand on nous dit qu'on n'est pas en pénurie et qu'à la fin on parle de pénurie? Les Français sont pas des imbéciles, il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles. Arthur de Vatrigan, un dernier mot justement par rapport à cette situation qui ressemble un peu à celle des Gilets jaunes qu'on a connue aussi. Les Gilets jaunes... Et puis même l'avant Seconde Guerre mondiale aussi. Surtout là... non, les Gilets jaunes, c'est une initiative citoyenne. Et les syndicats ont couru après, je le rappelle, en expliquant au début que c'était un truc fasciste d'extrême droite. Ce qui était toujours assez amusant. Concernant cette convergence des luttes, j'aime beaucoup ce mot-là, c'est vraiment le mot trotskiste par excellence. Je pense malheureusement pour vous, vous avez passé la trappe, parce que la seule chose dont on va parler mardi 18, c'est des salaires de la raffinerie. Et le lycée, les réformes de l'école, on ne va plus en parler, malheureusement. Et je pense que c'est un sujet beaucoup plus important que le sujet de Total. On est là pour crier justement qu'il faut en parler. On est là pour dire qu'il faut en parler. Dans l'incorrect, est-ce que vous allez faire un papier dessus? On a fait un gros dossier sur l'école déjà, au numéro de septembre, bien comme il fallait. On essaiera d'en parler, malheureusement, c'est des sujets qui sont complexes parce que, encore une fois, évidemment qu'il y a des politiques hors sol, mais il y a aussi des syndicats qui ont rapidement ou très rapidement oublié le sens de l'intérêt général pour privilégier les intérêts particuliers. Le problème de la CGT et de FO et de Sud et de tous ces syndicats, ils essaient juste de perpétuer une lutte des classes pour leurs propres petits intérêts égoïstes. Ils font la grève immédiatement alors qu'on sait que ça doit être l'ultime recours. Résultat, on est dans un truc qui est complètement arrêté, où seul le rapport de force fonctionne et qu'en France aujourd'hui, si vous voulez obtenir quelque chose, faut bloquer, faut taper, faut casser. Faut rendre l'antenne et je sais que vous avez envie de réagir. Vous pourrez réagir de toute façon, évidemment, sur les réseaux et sur Twitter. Pascal Vivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNETA. Force est avec vous mardi et le reste des jours. Vous savez qu'on est tous, bien entendu, avec tous les enseignants, les syndicats, les élèves, les profs, les parents. Bref, on est tous concernés par l'éducation. Arthur de Vatrigan, merci beaucoup d'avoir été là, directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect. Maintenant, vous connaissez l'adresse. Vous venez. Avec grand plaisir. On était ravis de vous recevoir. On marque une courte pause et on se retrouve.